Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois François Dubois. Bonjour. Bonjour, et merci aux médias en 442 de me recevoir aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle rapidement, vous êtes ancien gradé de la Gendarmerie nationale, essayiste, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié l'été dernier chez K Éditions. Vous écrivez également pour les sites internet de Profession Gendarme et Stratégica. Et pendant une heure, ensemble, nous allons échanger sur l'actualité, mais pas seulement. Pendant 20 ans, vous avez été gradé, je l'ai dit, de la Gendarmerie nationale. Pourquoi avoir claqué la porte de la profession et dans quelles conditions s'est déroulé votre départ? Alors pourquoi j'ai claqué la porte? Alors on peut employer ce terme. Alors je pense qu'il y avait un problème de phase qui ne date pas d'hier en fait. Je suis rentré dans la gendarmerie. Je suis moi-même. Enfin c'était plutôt une vocation, étant moi-même fils de militaire. On a beaucoup de militaires dans la famille, ça remonte au corsaire du roi si on remonte l'arbre généalogique. Et j'ai choisi cette voie parce qu'elle alliait la militarité et aussi la noblesse d'un métier de police judiciaire dans lequel j'avais envie de faire carrière. Je me suis rendu compte, parce que quand on rentre dans l'institution, souvent on y rentre jeune, on n'y rentre pas avec le même regard sur la société. Et je me suis rendu compte en fait au fil de ma carrière que les choses n'étaient pas aussi manichéennes. Il n'y avait pas d'un côté en fait les gentils et de l'autre les méchants, et que c'était plus complexe que ça. Qu'on avait un métier dans lequel on était souvent instrumentalisé. Donc c'est devenu de plus en plus prégnant, ça m'a de plus en plus pesé. Ce qui a créé la fracture, c'est à mi-parcours, en fait, j'ai basculé d'une subdivision d'armes qui s'appelle la Garde républicaine, dans laquelle j'étais rentré au début, où je faisais de la protection rapprochée. J'ai fait de la protection rapprochée auprès de deux premiers ministres, donc François Fillon, puis Jean-Marc Ayrault. Et à un moment donné, donc en 2013, j'ai fait ce qu'on appelle un CSA, un changement de subdivision d'armes. Et pour me rapprocher de la famille, j'ai voulu aller en Gironde et j'ai basculé en gendarmerie départementale. Et là, en fait, j'ai atterri dans ce qu'on appelle le rural profond. Et j'ai découvert en fait une nouvelle France où je suis passé des palais dorés de Matignon à la précarité intellectuelle, la précarité économique, voilà, à se retrouver à 23 heures chez des gens complètement désespérés, noyés dans l'alcool, etc. Voilà, donc c'est toute une autre société en fait qui s'est dépeinte. Et en fait, j'ai pris le choc du réel. J'ai vraiment pris un mur. Ça a été tellement violent que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce pays? Parce que j'étais complètement hors sol en fait quand j'étais à Matignon, je m'en suis rendu compte après. Et là, à partir de là, ça a été le déclic qui a commencé à faire que j'ai gratté, j'ai voulu savoir un peu comment ça se passait, pourquoi on en était arrivé là, pourquoi malgré les moyens qu'on avait, les moyens économiques, la richesse du pays et tout, on arrivait à un tel niveau en fait de fracture sociale. Et bon an mal an, en fait, je suis rentré dans des recherches, et quand on recherche vraiment, c'est là qu'on devient un peu dissident quelque part, parce que c'est là qu'on découvre en fait le poteau rose. Et c'est ce qui m'a poussé en fait petit à petit à diverger. Puis après, donc là, j'ai évolué dans ce métier-là où je continue à faire mon activité judiciaire. Et après, je suis parti donc en école, et en école, là, j'ai connu l'épisode Covid en fait. En école parce que vous êtes devenu formateur. En école, voilà, parce que j'étais formateur. J'ai été formateur en école. Je suis devenu formateur de formateurs en école aussi. C'est tombé l'épisode Covid, où là, en fait, je suis encore tombé de haut, puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, les gendarmes ont été soumis à une obligation vaccinale. Et ils le sont toujours. Et ils le sont toujours. Forcément, ça a été source de problèmes, puisque j'étais en désaccord avec ça. Donc j'étais en désaccord avec le fait qu'on me force à m'injecter un produit en fait sous AMM conditionnel. Voilà, j'étais pas en désaccord avec la politique vaccinale des armées. Voilà, les vaccins conventionnels, je les ai faits comme tout le monde, pour les déplacements, tout ça. Mais cette nouvelle technologie de vaccin, pas encore expérimentée ni rien.
Je voulais pas. Alors j'ai eu le hasard a fait que j'ai contracté le Covid 2 jours avant l'annonce de l'obligation dans les armées, ce qui fait que ça m'a laissé en fait un statut dérogatoire de 6 mois, pendant lesquels je n'étais pas obligé de me faire vacciner. Il faut savoir qu'à cette période-là, dès le 3e mois, j'ai commencé à me faire harceler par l'antenne médicale, qui me mettait la pression et tout. On a eu dans le même temps des cadres qui se sont fait sanctionner, qui se sont fait ostraciser complètement. Il y a un capitaine par exemple qui s'est fait mettre au placard. Ils l'ont installé dans un bureau où on faisait des mises en situation pour l'isoler avant de le punir et de le muter disciplinaire, quoi. Il est parti. C'est quelqu'un qui avait fait sa carrière autour de l'école et qui s'est retrouvé muté dans l'est de la France, donc à 700 km. Donc c'était une période compliquée. Voilà, moi j'avais un chef, il rentrait dans le bureau, on était en open space là, et il disait devant tous mes collègues, ouais François, t'en es où avec ton vaccin ça, voilà, c'était ça tout le temps, plus les relances de l'antenne médicale. Donc, je me suis accroché avec l'antenne médicale d'ailleurs, qui a consulté le service juridique des armées et qui est le service juridique qui m'a donné raison en fait, puisque j'ai fait valoir les textes en disant bah voilà, vous êtes médecin, je vous respecte en tant que médecin, mais par contre je suis OPJ, je sais interpréter un texte et là je vous dis que je suis dans mon droit. Bon, ça a été vérifié par le service juridique et ils m'ont lâché la grappe jusqu'à la fin des 6 mois, mais c'était compliqué. Ça m'a permis de préparer mon départ et de partir par la suite. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Connaissez-vous l'APNM, Militaires Libres? C'est l'association professionnelle nationale militaire des militaires libres, dont Franck Dupont est le président. On l'a reçu il y a quelque temps en interview. Est-ce que vous connaissiez l'existence de... Non, je ne la connais pas. Il nous a un peu raconté le même type de mésaventures. Exactement, sauf que lui est toujours en exercice, il a subi du harcèlement, mais d'autres de vos confrères... Et le paradoxe, c'est que en fait, c'est une institution qui est censée faire appliquer les lois, qui disgrace justement la loi, quoi. Moi, je vois par exemple, il existait des fichiers, j'ai récupéré sur clé, des fichiers communs nominatifs avec les périodes d'arrêt maladie des gens et pour quelles raisons ils étaient arrêtés, quoi, à cette époque-là. Des choses comme ça, hein. Voilà. Alors que pertinemment, on sait que quand on est gendarme, ce sont des choses qui ne sont pas légales. Alors, comment préparez-vous votre départ? Vous dites que vous aviez 6 mois pour quitter vos fonctions. Comment ça se passe? Il a fallu faire une transition, il a fallu faire jouer des contacts et tout pour partir et rejoindre la vie civile. Enfin, la vie civile, après, je reste dans la fonction publique. Mais voilà. Ouais, en fait, je pouvais prendre ma retraite. Donc, à partir de 17 ans et demi, on peut prendre une pré-retraite. C'est pas grand-chose, mais ça m'a aidé un petit peu à faire la transition. Est-ce que ça signifie que vous avez précipité de nouvelles perspectives d'avenir? Oui. Alors, si vous voulez, moi, derrière ce départ, il y a une volonté émancipatrice, vraiment. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'armée, en fait, on peut pas dire ce qui va pas. On m'a parfois reproché, et même parfois de façon assez virulente, après que j'ai écrit des textes ou quoi. On dit ouais, c'est facile de montrer ses muscles quand on est parti, tout ça. La difficulté, c'est de le faire quand on est dedans. Ce qu'on attend, c'est un militaire qui soit dans l'arme et qui... Sauf que non, en fait, un homme seul dans une institution qui compte 100 000 personnels, il ne peut rien faire. Il va être cancellé immédiatement. S'il fait quoi que ce soit, en fait, c'est le rouleau compresseur qui s'abat sur lui. Il se retrouve en fait sanctionné, puni, et puis après, il est mis dehors. Alors, il aura fait le buzz momentanément, hein, mais au final, il aura mal préparé la suite, puisqu'il aura été neutralisé avant. Voilà, ça lui apportera rien si ce n'est des difficultés supplémentaires. Ça n'apporte rien de plus. Voilà. S'il doit y avoir, faut bien savoir que s'il devait y avoir un mouvement contestataire qui émanait en fait des armées, il serait le fruit d'un groupe constitué et d'un groupe qui serait piloté de surcroît par des gens qui ont des commandements.
Moi, j'étais gradé, mais j'étais qu'un petit adjudant. Un petit adjudant, ça ne pèse de rien. Tout comme un colonel, ça ne pèse de rien, en fait, hein, dans l'institution, c'est pareil. Hein. On parle de... Voilà, il n'y a pas de... Mais un homme isolé comme ça, c'est pas grand-chose. Donc, on ne pouvait rien faire. Par contre, moi, le fait de quitter, ça me permet de m'émanciper réellement maintenant. Là, c'est l'oiseau qui est sorti de la cage. Parce que je peux dire ce que je veux. Alors, c'est pas que je le faisais pas à l'époque. Hein. La preuve, c'est que mon livre, il est sorti. J'étais sur le départ, mais j'étais encore là. Donc, mais en tout cas, maintenant, je peux vraiment m'exprimer comme je veux. Voilà. Enfin, dans les limites de ce que nous permet de faire le pouvoir en place, bien sûr, parce qu'il y a toujours une censure qui s'applique. Mais voilà, c'est beaucoup plus libre qu'avant, quand même. Alors, à votre avis, pour quelles raisons les militaires, au même titre que les professionnels de santé, de la restauration, les pompiers, ont été concernés par cette obligation vaccinale contre le Covid et pas la police nationale? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a souvent sorti comme argument face à ceux qui vendaient l'obligation vaccinale dans les armées. Alors, c'est pareil, il y a la police, mais il faut savoir que nous, quand on travaillait, par exemple, on avait des civils qui travaillaient dans le bureau juste à côté et qui n'étaient pas vaccinés. C'est-à-dire que vous, on vous dit, bah voilà, demain, si t'es pas vacciné, tu prends 10 jours d'arrêt et t'es muté là. Mais le civil, à côté, rien. Et on se croise tous les jours. Donc pour la police, et ben pourquoi? C'est tout simplement, c'est comme les civils. Je pense que derrière la police est beaucoup plus, quoi qu'il en soit, est beaucoup plus politisée que la gendarmerie. Ça la rend plus dangereuse vis-à-vis du pouvoir. Ça, c'est un fait. La gendarmerie, il y a la neutralité militaire qu'on n'a pas dans la police. La preuve en est, les mouvements actuels que vous les avez là, et vous les avez pas en gendarmerie. En gendarmerie, il y a une exception, c'est 2001, la grogne des gendarmes, où vous avez les gendarmes qui effectivement manifestent en fait le mal-être dans le travail, et ça passe notamment par le biais des épouses. Alors, la police, il y a le poids des syndicats, et il y a la politisation. Voilà. Là, c'est ce qui fait que je pense qu'on n'a pas touché à la police. C'est aussi, alors cette ambivalence, c'est aussi la force française, quelque part. On peut jongler entre deux types de forces de l'ordre. Si on en perd une, il en reste toujours une autre. Donc, ça, c'est de la politique politicienne, mais c'est comme ça. Et alors que les missions sont les mêmes. Hein. C'était les arguments, parce que nous, les arguments qu'on nous a sortis à l'époque, c'était, voilà, vous allez être en contact avec le public, donc étant en contact permanent avec le public, vous avez l'obligation vaccinale. Et forcément, la question de la police, elle revient. Mais ils font le même métier. Alors pourquoi? Mais c'est juste parce que derrière, la police, s'ils veulent dire non, ça peut poser problème. Eu de réponse. Et imaginez que la police disent non, c'est pas envisageable pour nous. Imaginez le signal renvoyé à la population à cette époque-là. Là, ils avaient besoin de capots à cette époque. Ils avaient besoin de gens pour donner 135 € à celui qui dépassait le portail de sa maison sans avoir coché la bonne case. Donc, imaginez si ces policiers-là disaient ça. D'ailleurs, moi, là-dessus, que les choses soient bien claires. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché. Enfin, il y a des gens qui font des amalgames. Ils disent, voilà, t'es ancien gendarme, donc tu fais partie de ceux qui nous ont persécutés pendant le confinement. Bon, alors moi j'étais instructeur en école à cette époque-là. Je suis certain, et voilà, sur la tête de mes enfants, que j'aurais refusé d'exécuter ces ordres s'ils m'avaient été donnés. Ça aurait précipité mon départ, hein, mais de toute façon, je suis parti, c'était aussi en partie pour ça. Et ce refus a été, pour moi, à un moment donné aussi, une source de conflit avec certains collègues, parce que c'est sorti à un moment, lors d'une conversation, où j'ai dit que je refuserais les ordres, moi, s'ils me donnaient des ordres comme ça. Et c'était une conversation vraiment très houleuse, quoi, où on m'a dit, mais t'as plus rien à faire chez nous et tout. Voilà.
J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, il y a eu des époques de l'histoire, il y avait des ordres qui étaient pas, qui s'inscrivaient pas en fait dans la morale, ils n'avaient pas à être respectés, c'est tout. À un moment donné, en fait, il y a la loi, et puis il y a ce qu'on estime être, je pense, il y a l'ordre moral des choses qui est supérieur en fait au droit. À un moment donné, le droit ne fait pas tout. On peut s'apercevoir qu'une loi en fait n'est pas morale et refuser de l'appliquer. Alors ça fait de nous, aux yeux du droit, quelqu'un qui se met en infraction forcément, mais c'est un choix après, et c'est un choix qui devient politique. C'est un choix. Ah. Alors, été 2022, vous publiez votre premier livre, Alice au pays de Lucifer. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire et quel message vous avez voulu véhiculer à travers cet essai? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire Alice? Ma perception philosophique, on va dire, et théologique du monde. Pourquoi? Parce que on s'inscrit dans un paradigme, en fait. On ne se rend pas compte, je pense qu'on est complètement illusionné en fait, par la société du spectacle. Donc là, c'est du situationnisme, hein, c'est du Debord. Hein. Mais il y a vraiment de ça. Il y a un aspect en fait à la fois marchand, qui est lié aux impératifs du grand capital, et à la fois comment dire philosophique, qui fait que on vit en fait dans un monde complètement déconnecté du réel. Je me suis dit à un moment donné, le monde ne va pas. J'ai envie d'écrire toutes les connaissances que j'ai cumulées. Comment je vais faire? Je suis parti un peu comme tout le monde en me disant, bah voilà, on va faire un état des lieux de la situation, on va essayer d'aborder diverses sciences humaines et puis voir à travers ces différentes approches les analyses qu'on peut en tirer. En fait, ça aurait été une énième redite, hein, un énième état des lieux de la situation. Il y a plein de gens qui le font très bien. Et j'ai réfléchi pour aller au-delà de ça, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui formate le logiciel des gens à l'heure actuelle? De quoi il faudrait les extirper pour qu'ils puissent voir au-delà du miroir? Et j'ai réfléchi à ce livre, en fait, parce qu'il était à mes yeux, en fait, la meilleure solution pour planter une graine en fait dans l'esprit des gens et faire en sorte que le lecteur, à la fin du livre, ait la perception des choses, sa perception des choses qui soit modifiée. Là, ça change tout en fait, parce qu'il n'y a plus besoin d'aller lui expliquer tel ou tel problème. Si déjà en fait les mécanismes cognitifs ils sont plus les mêmes, c'est différent. Si la façon de penser elle est différente, tout change. Donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai pris volontairement l'histoire d'Alice au pays des merveilles, qui est une histoire un peu plus enfantine, on va dire, qui est une histoire justement qui reflète bien un peu le spectacle et la société du spectacle, parce que c'est quelque chose à la fois chaotique, le monde des merveilles, et d'incompréhensible, mais tout en paraissant relativement innocent. Or, la réalité est toute l'inverse. Et le message qu'il y a derrière cette histoire est tout l'inverse aussi. Et notre monde, c'est ça. Notre monde, en fait, c'est un monde chaotique, difficile à comprendre, et pourtant expliqué très simplement par ceux qui l'organisent. Et alors que la réalité, en fait, derrière, elle est très complexe, elle est très brutale, elle est très violente. Voilà. Donc je reprends cette histoire-là et c'est un petit peu, c'est comme dans le film Matrix puisqu'on a une référence cinématographique. Ça, c'est la pilule rouge en fait, celle qui va vous faire sortir de la matrice, quoi, un petit peu. Voilà. Donc après, les sujets sociétaux sont abordés, les sciences humaines sont abordées. D'ailleurs, c'est une particularité du livre, c'est qu'en fait, il traite en fait chaque allégorie traversée par Alice à travers des sciences humaines différentes. Jusqu'à la fin en fait où on arrive en fait à la dimension théologique de la gouvernance et du rapport à la gouvernance avec la reine de cœur et tout ça, et on arrive aussi à l'aspect théologique, la désincarnation de l'être, la disparition de l'être au profit de l'avoir,
donc pour créer des gens qui vivent du paraître en fait, etc., ce qui nous conduit vers le transhumanisme, la réification et compagnie. Donc on a un fil conducteur comme ça tout au long du livre qui nous amène en fait à comprendre l'idéologie de la gouvernance en fait. Alors, au-delà de l'illusion qui nous est présentée, l'État profond accélère ouvertement son agenda, soutenu ou conduit par l'hégémon états-unien. Quelles seraient les alternatives selon vous? Alors, les alternatives. Alors déjà, pour parler des alternatives, il faut comprendre un petit peu, quand on parle d'hégémon américain, de quoi on parle vraiment. Cet hégémon, il a été différent en fait au gré des factions, on va dire mondialistes qui ont été au pouvoir. Je dirais qu'actuellement, donc avec Joe Biden au pouvoir, on a une faction universaliste, progressiste, globaliste, on va dire, qui est au pouvoir, qui applique en fait la vision géopolitique de Zbigniew Brzezinski. Donc à savoir, donc ce qu'il décrit dans le Grand Échiquier, à savoir que le bloc continental eurasien doit être maîtrisé par celui qui veut gouverner le monde. C'est comme ça que Brzezinski commence son ouvrage en expliquant ça. Donc eux, ils ont cette vision-là. C'est pour ça que il y a intérêt, si vous voulez, à se confronter à la Russie et donc à exercer une pression constante sur la Russie. Parce qu'on est dans cette vision-là, qui est la vision en fait qui remonte finalement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où on a constitué l'Europe comme une tête de pont géopolitique face à la Russie. Donc cette tête de pont géopolitique, elle sert donc à faire le contrepoids américain sur le continent eurasien. Donc l'Europe a été construite sur ces bases-là. Elle a été sempiternellement instrumentalisée depuis sa création. On peut même aller jusqu'à dire que moi, je rejoindrai là-dessus en fait la vision de Poels, Jacques Poels, historien, qui dit que depuis toujours, les États-Unis ne sont pas en guerre directement contre les fascismes, donc contre le fascisme italien ou contre le nazisme allemand, mais l'ennemi principal, ça a été d'abord le communisme, d'un point de vue économique. Et derrière ça, on retrouve en fait une instrumentalisation finalement du nazisme contre la Russie. Ce qui explique après la mise en place de beaucoup de hauts fonctionnaires SS qui ont été recyclés en fait dans l'appareil administratif européen. Voilà, donc, on a tous en tête les von Braun, Klaus Barbie, Mengele ou Walter Hallstein par exemple, qui est le premier président de la Commission européenne en 1957. Voilà. Donc on se retrouve en fait avec cette physionomie-là. Donc des États-Unis qui sont pas un pays, on va dire à proprement dit manichéen, c'est pas les gentils qui viennent nous délivrer des méchants, mais qui récupèrent, qui instrumentalisent, et tout ça pour affaiblir en fait le bloc russe. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'actuellement on retrouve cette empreinte du nazisme dans les propos d'Harari. Je l'ai encore écouté récemment, où il dit que c'est pas normal en fait que un moment, il vient de sortir un truc là, c'est juste lunaire. Il explique qu'on peut plus vendre certaines choses parce qu'on a trop diabolisé le nazisme, et qu'en gros si on veut aller de l'avant, et notamment dans le modèle du transhumanisme et tout ça, il faudrait se déculpabiliser vis-à-vis de ça. On retrouve un petit peu en fait ces racines-là. C'est ce dont je parle aussi à un moment donné, mais j'en parlerai dans un prochain texte sur la politique de Davos, à savoir qu'on récupère en fait tout ce qui a pu fonctionner dans tous les régimes, mais en faisant fi de la morale, c'est-à-dire le nazisme, le communisme, le fascisme, et on combine et on regarde ce que ça fait. Voilà. Donc après, pour la question de l'hégémon américain, il faut bien comprendre ça. Il y a cette prise de position vis-à-vis de la Russie qui explique les faits actuels. Mais d'un autre côté, on a aussi un autre type de pouvoir aux États-Unis. Donald Trump, quand il arrive au pouvoir, il ne s'oppose pas de façon belliqueuse à la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il est pour un monde en fait multipolaire.
Donc cette multipolarité, pour lui, elle contribue à un équilibre des mondes qui peut faire fonctionner l'économie américaine sans difficulté. Il ne faut pas croire que Trump, pour autant, c'est quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui. Il pense avant tout à l'économie américaine. Ce qui explique qu'il ne va pas taper sur la Russie, 9e PIB mondial, mais on a remarqué qu'il y avait une accentuation des tensions avec la Chine quand il était au pouvoir. Parce que justement, la Chine, c'est le principal concurrent en fait, du leadership américain. Donc on a ça, on a donc cet hégémon américain qui cherche à s'étendre. Nous, comment on peut, donc ça, là j'ai un peu digressé, comment on peut sortir de ce jeu en fait qui oppose des forces majeures, alors que la France a été considérablement affaiblie, vassalisée, etc. C'est toute la difficulté en fait du moment, c'est se dire quels sont nos moyens en fait, comment on peut revenir en fait à un État providence, cette troisième voie en fait qu'avait créé le général de Gaulle, qui a un modèle en fait complètement atypique, on va dire, détesté des mondialistes, puisque finalement plus orienté sur l'intérêt des peuples que sur la création de richesses à l'état pur pour une petite frange en fait de la société. Et donc comment revenir à ça? Eh bien, je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'appuyer donc sur une aide extérieure, à savoir soit la Russie à un moment donné, et donc recevoir cette aide donc par quelque moyen que ce soit, hein, ça peut être après voilà ce qu'on appelle les guerres de 5e génération, ça se fait pas sur le terrain, ça se fomente de l'intérieur, voilà, il y a des contre-pouvoirs qui sont financés, etc., etc. Ça peut être aussi du côté de la frange américaine qui est pour la multipolarité, sachant que à un moment donné, et ça je tiens à le préciser, si on a besoin d'une béquille temporaire pour s'en sortir, je pense qu'il faudra que le pays, à un moment donné, s'émancipe de tout ça et suive sa propre voie. C'est pas que j'ai pas confiance dans la Russie. C'est un pays qui, je pense, est très respectable, en tout cas qui a une grande histoire, et il faudrait que la France, en tout cas, entretienne des rapports économiques prolifiques avec les Russes. Je pense que c'est dans notre intérêt. Les États-Unis, ça reste quand même un État, je suis désolé, qui est prédateur, qui économiquement s'est construit sur la prédation et la destruction et la guerre. C'est pas un État qui va nous financer et qui va faire de nous la superpuissance mondiale. C'est pas eux qui le feront. À un moment donné, ils nous affaibliront. Donc il faut opter pour cette troisième voie, s'émanciper en fait à un moment donné rapidement. On aura besoin d'une béquille temporaire, mais il faudra s'émanciper de ça. Alors, on va aborder maintenant le volet actualité. On va rester en France et on va revenir, puisque vous n'êtes plus en exercice, donc vous n'êtes plus tenu par le droit de réserve, on va revenir sur les récentes émeutes urbaines et notamment l'affaire Naël. Vous avez lancé un appel aux résistants sur le site de Profession Gendarme, qui a aussi été repris par notre site du Média en 442, dans lequel vous décrivez le contexte de cette affaire et vous posez clairement les bases. Nous sommes, je cite, dans un contexte de pré-guerre civile. Expliquez-nous. Pré-guerre civile, justement, ça ne veut pas dire guerre civile. Pour qu'il y ait guerre civile, il faudrait qu'il y ait vraiment 2 ou 3 parties distinctes qui soient en armes et prêts à se confronter, ce qui n'est pas le cas en fait. À l'heure actuelle, on n'a pas des factions qui sont prêtes à combattre contre une autre faction cible. On n'a pas ça. On peut avoir en fait un climat d'émeute, de troubles et de chaos. On pose les jalons à l'heure actuelle en fait d'une situation qui pourrait mener à une guerre civile à venir. Mais si guerre civile il y avait, je pense qu'elle proviendrait probablement d'une tentative de déstabilisation qui serait financée par l'extérieur. Et là, pas forcément la Russie ou les États-Unis, rien à voir, mais ça peut être justement les factions mondialistes, apatrides, nomades, financières, qui vont financer en fait dans leur intérêt. Donc,
on peut se retrouver face à ce type de problème. Ce sera plus tard. C'est vrai qu'on vit sur un territoire extrêmement fragmenté. On peut parler d'archipélisation. Mais je pense par contre qu'il y a un cycle, des cycles en fait d'émeutes qui peuvent être plus ou moins instrumentalisés. Et je pense que c'est très cohérent par rapport en fait à la phase de dégradation économique organisée qu'on a connue à partir du Covid. En fait, le Covid il met l'effet starter, mais derrière en fait on a toute une entreprise en fait de déconstruction économique. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est qu'on a des têtes pensantes qui sont pas du tout altruistes. Ils veulent déconstruire pour reconstruire. Donc la casse, ils s'en fichent. Voilà. Mais ils ont un projet derrière. Ils ont un projet de construction aussi, qui n'est pas forcément. Enfin, on en parlera peut-être plus tard dans l'intérêt des peuples, mais en tout cas, ils ont un projet. Donc pour ce faire, il faut détruire. Et actuellement, ça me paraît cohérent, en tout cas, de continuer cette entreprise de destruction en parallèle du trouble à l'ordre social. Et on peut avoir effectivement des cycles d'émeutes qui peuvent être amenés à se répéter à la manière de secousses sismiques, de façon de plus en plus rapprochée. Et c'est ce que j'expliquais dans l'article, parce que on a créé justement, tout le terreau en fait pour que ça ait lieu. Et pourquoi on fait ça? Parce que forcément, si on l'explique pas, les gens ils vont se dire, ouais, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est un peu l'ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'on est on joue sur un paradoxe où on va créer du désordre pour ramener de l'ordre. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Si vous créez des situations de chaos, et ensuite, vous créez des lois qui permettent de mieux sanctionner. C'est le principe du terrorisme, en fait. C'est un petit peu ce qu'on a connu avec le terrorisme. Alors, si on va sur les financements du terrorisme et tout ça, quand on remonte la chaîne, on s'aperçoit que, tiens, c'est bizarre parce que on finance finalement des États qui alimentent le terrorisme. C'est bizarre. On finance l'Arabie Saoudite, qui est quand même le berceau du wahhabisme. Et par contre, derrière, on a des lois, comme la loi sécurité intérieure, qui ont été créées en fait sur les bases de ces événements-là. Loi sécurité intérieure, par exemple, dans sa modification du 4 décembre 2020, elle permet de ficher un individu en raison de ses idées politiques, philosophiques ou de son appartenance syndicale. Vous voyez que là, il y a quand même un gap qui est franchi. On peut être fiché pour n'importe quoi, en fait. Et donc là, le terrorisme a bon dos. Le principe des émeutes, c'est pareil. Le principe des émeutes, ça permettra après, derrière, à l'outil législatif de se réadapter. Ça permettra peut-être aussi à la police d'exiger plus de moyens, peut-être d'exiger aussi plus d'arsenal législatif derrière, peut-être d'exiger aussi un statut particulier, etc., etc. Voilà, donc ça, on sait en tirer profit. Voilà, ça fait partie de la gestion par l'ordo ab chaos. Donc il n'y a pas je pense pas le risque de guerre civile, ce ne sera pas un risque de guerre civile à proprement parler. Ce que craignent en réalité nos élites, c'est l'émeute spontanée. C'est pas l'émeute en fait telle que prévue parce que organisée dans les quartiers, parce que dans les quartiers on a financé tout ça. On a financé Touche pas à mon pote, SOS Racisme, les Julien Drey, tout ça. C'est eux qui ont inculqué cette culture. En plus, ça produit du racisme à géométrie variable. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc tout ça, ça nous a créé un terreau qui était propice. Mais quand vous regardez bien, une émeute de quartier, elle se cantonne au quartier. Alors justement, dans votre appel, vous dites que la stratégie d'en face, c'est celle de l'État profond qui entretient des liens justement étroits avec les mafias des quartiers, les services de renseignement qui entrent en action, chapeautés par une franc-maçonnerie qui tire les ficelles d'une extrême gauche. Oui, alors pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, derrière le lissage universaliste laïcisant qui conduit en fait à nous amener la gauche et l'extrême gauche et le financement en fait de ce que je disais, SOS Racisme, Touche pas à mon pote, on a
on a l'empreinte en fait de l'idéologie maçonnique. Jean-Luc Mélenchon, il est au Grand Orient de France depuis 1983. Donc, je veux dire, cet homme-là ne peut pas dire qu'il n'est pas influencé par l'idéologie maçonne. C'est pas possible. À un moment donné, il y a quelque chose. Et cet homme-là, il est en haut de la pyramide de son parti, et en dessous, il y a des gens qui appliquent. Donc oui, il y a un lien, et il y a un lien idéologique d'ailleurs que je démontre dans mon livre, entre cet universalisme et ce grand métissage en fait, et l'idéologie maçonne. Parce que c'est un peu le symbole du damier, parce que les francs-maçons adorent les symboles. Le damier, vous avez des carreaux noirs, des carreaux blancs, ils sont alternativement disposés, et ça conduit en fait à une harmonisation parfaite, quoi. Voilà. C'est la carte de France post-révolutionnaire, le schéma qui avait été repris sur l'ouvrage de Pierre Hillard, où vous avez la France en damier, quoi. L'égalitarisme absolu. Et donc ce schéma-là, oui. Et après, quand je parle de la prégnance idéologique maçonne dans la construction de la politique des quartiers et tout, oui. Et combiné effectivement au maillage territorial des renseignements et à l'instrumentalisation qui a été faite de l'islam radical dans les quartiers, on arrive à produire ce qu'on veut produire si on en a envie. C'est-à-dire des gens dangereux. Mais ça, bon, ça c'est un état de fait. On produit des terroristes parce qu'on a décidé effectivement de financer ça. Est-ce que c'est comme cela qu'on retrouve Assa Traoré qui est aux côtés de la mère de Naël lors de la marche blanche qui a été organisée en à peine 48 heures avec une logistique de professionnels? Oui, ben Assa Traoré, alors bon, je passe sur la famille Traoré, tout le monde connaît. Il y a un passif délinquant prononcé. Elle a été reprise donc par les grandes marques donc du groupe LVMH. Elle fait la pub pour Louboutin. C'est quelqu'un qui, donc derrière LVMH, qui c'est qu'on a, on a une oligarchie, toujours la même. C'est quelqu'un qui travaille effectivement pour l'OPEJ, donc la fondation Edmond Baron de Rothschild. Donc c'est pas quelqu'un qui est neutre. Ça, c'est une évidence. Et là encore, en fait, on retrouve ces liens en termes de financement dont on parlait. Et ça va au-delà, en fait, du cercle politique français. Ça s'étend, en fait, au niveau du projet de certaines franges, en fait, mondialistes, dont George Soros est l'emblème, mais il n'y a pas que lui. Mais c'est vraiment l'universalisme apatride, nomade. Et avec ce fameux lissage, ce fameux métissage. Donc là, on retrouve effectivement cette empreinte-là. Donc il y a, à mon sens, il y a obligatoirement une récupération politique derrière tout ça. Et pour disposer de façon d'une telle logistique, comme vous disiez, avec t-shirt floqué et compagnie, il y a forcément de l'argent qui a été injecté. Voilà. Et en fait, d'un fait divers, parce que on peut partir, là on part d'un fait divers, moi je connais pas du tout le dossier, donc j'ai pas à en parler puisque je le connais pas, mais ce que je peux dire, c'est que la nature des faits, c'est un fait divers, enfin ça résume ça, un fait divers. Donc d'un fait divers, on crée en fait toute une instrumentalisation, on monte une usine spectaculaire en fait, pour reprendre un petit peu l'idée de la société du spectacle, et on arrive à produire l'effet escompté par le biais des médias, etc., etc. Donc les médias, c'est pareil. Si on regarde les financements des médias, il n'y a rien de neutre. Voilà, c'est tout un monde. C'est comme des Legos, ça s'empile. Et donc on en arrive au résultat escompté. Et qu'est-ce qu'on peut craindre alors? De nouvelles émeutes, à votre avis? Je pense que il y a une forme de contrôle quand même qui s'exerce sur les quartiers, que au gré des besoins,
il peut y avoir effectivement des climats de tension qui peuvent être plus ou moins provoqués, etc. Voilà. Les émeutes, on parlait des financements, on parlait des liens avec la mafia. Il ne faut pas oublier que ce qui alimente essentiellement la vie des quartiers, c'est le trafic de stupéfiants. Donc ça, c'est le nerf de la guerre. Le trafic du stupéfiant, on peut préciser qu'il a quand même été intégré dans le calcul du PIB, hein. C'est pas un hasard, c'est que c'est considéré comme une véritable création de richesse. Et le stupéfiant tourne partout. Il tourne autant dans les couches précaires de la population que dans les plus hautes sphères. Voilà. Donc à un moment donné, en fait, il y a un équilibre et les choses se tiennent. Voilà. Donc quand on a besoin de certaines choses, voilà, on laisse faire d'un côté. Et quand on a besoin d'autres, on peut aussi activer certaines choses. Voilà. Donc je peux pas dire voilà, demain il y aura d'autres émeutes de ce type. Les quartiers sont des poudrières. Néanmoins, elles sont des poudrières, ça reste momentané. On l'a bien vu à chaque type d'émeute. Même si on reprend les émeutes de 2005, à un moment donné, il faut que ça cesse. Ne serait-ce que pour pérenniser le trafic. À un moment donné, il faut reprendre les activités. Donc c'est comme ça. Mais on peut créer effectivement du chaos quand on en a besoin, sachant qu'un mouvement efface l'autre. Et que ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait vraiment peur aux gens, en fait, aux gens qui nous gouvernent, pardon, c'est l'émeute spontanée, c'est-à-dire le mouvement type gilet jaune, incontrôlé, en fait, et notamment une convergence de ce mouvement avec qui serait rejoint, par exemple, par le petit patronat ou des classes supérieures. Et là, ce serait très déstabilisant pour le pouvoir, bien que, si on fait une analyse rapide des gilets jaunes, qu'est-ce qui les a tués? Absence de structure, absence de hiérarchie, et revendications somme toute paradoxales, parce que ils exigeaient finalement de pouvoir consommer plus en conservant le même système. On ne peut pas demander en fait à un système qui vous oppresse, en exiger plus de lui en disant voilà, continue à m'oppresser, je veux juste quelques miettes en plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la revendication de départ, en fait, elle part sur des bases qui sont fragiles. Il faut aller au-delà de ça, là. Il faut réfléchir peut-être à un changement de paradigme ou quoi, mais à un moment donné, il y a pas mal de gilets jaunes qui s'en sont peut-être rendus compte avec le temps après qu'on ne pouvait pas se contenter en fait de demander plus, un petit peu plus, quoi. À un moment donné, il faut aller dans le champ de la métapolitique, il faut aller regarder ce qui se passe un petit peu au fond, et puis il faut voir comment on peut changer les choses. Voilà, ça... Alors je voudrais qu'on aborde rapidement le projet de loi de programmation militaire 2024-2030, dont vous dites qu'il pose tous les prérequis d'une guerre à venir. Pour quelles raisons ? Oui, il pose les prérequis d'une guerre à venir. Enfin, vous avez une augmentation du budget de l'ordre d'approximativement 416 milliards d'euros sur 6 ans, 2024-2030, comme vous l'avez dit. C'est sans précédent dans l'histoire de France. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond en fait ce qu'on appelle le rétex dans le jargon militaire, c'est le retour d'expérience. Actuellement, en fait, l'Ukraine, c'est un terrain d'observation pour les forces de l'OTAN. Elle s'y implique, mais elle s'y implique pas directement, en fait. Elle s'y implique par l'intermédiaire des armes qui sont vendues. Donc finalement, c'est plus l'empire en fait industriel de l'armement et le côté économique chez les Occidentaux qui prévaut. Mais militairement, en fait, ce sont plutôt les états-majors qui observent à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? On s'est vite rendu compte que c'est simple, hein, une armée française, de toute façon, avec l'armée de terre française, en effectif, vous ne remplissez pas le Stade de France. Donc, on s'est rendu compte que en termes d'emploi des munitions, logistique d'entretien du matériel et tout, on était à la rue. C'est-à-dire qu'en 72 heures, on avait vidé nos stocks et on n'avait pas du tout en fait les capacités logistiques en fait pour intervenir directement dans un tel conflit de haute intensité. Donc, c'est pas grave, hein,
on finance les Ukrainiens et on fait durer le business comme ça. D'ailleurs, il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus. On y reviendra peut-être. Et donc, cette loi de programmation militaire, elle tient compte de tout ça et elle entend en fait augmenter le niveau de capacité des armées françaises par l'augmentation des budgets. Après, se pose la question aussi, s'est posé la question, on m'a posé la question de ce qui était du domaine de la réquisition des personnes physiques et morales. Alors, il faut savoir que ça existait auparavant. Voilà. Le problème en termes de droit, c'est le flou qu'il y a autour de ce texte. Voilà, parce qu'il définit mal, en fait, le contexte dans lequel ça peut être appliqué, et il semblerait que ce soit applicable en dehors d'une période de guerre, puisqu'il ne définit pas explicitement le terme de guerre. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté. Après, quoi qu'il en soit, c'est des hasards de calendrier. Enfin, je crois pas trop au hasard, mais 2030, tout le monde connaît cette date, l'agenda 2030. On a un financement qui doit aboutir d'ici 2030, donc qui doit conclure sur nous amener à augmenter notre potentiel militaire. Les experts là sont d'accord pour dire que de toute façon c'était le temps nécessaire pour se remettre à niveau. On ne pouvait pas le faire plus vite, tellement le retard à rattraper était grand. Donc oui, ça correspond à une remise à niveau. Oui, c'est pas forcément bon signe parce que ça peut vouloir dire qu'en tout cas on s'apprête à faire quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi on s'apprête à faire face à quelque chose. Mais ça peut être interprété effectivement en tout cas comme une augmentation de nos capacités pour aller en guerre. Est-ce que c'est important pour vous que la France se constitue une force militaire comme ça? D'être équipée, d'être oui, mais solide? Oui, mais j'aurais pas le même point de vue que nos dirigeants là-dessus, c'est normal. Pourquoi ? Parce que je serais pour une autonomie en fait stratégique de la France, c'est-à-dire en fait retrouver une armée qui soit en capacité d'agir de façon autonome. Là, la défense française n'a pas été pensée en tant que telle. Elle a été pensée en défense européenne depuis des décennies maintenant. Et là, on est en train de s'apercevoir qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà. On ne peut pas travailler comme ça avec des armées à flux tendu et interagir entre nous. Voilà. À un moment donné, en fait, si on prend une grande vague, on ne pourra pas faire face. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une armée à niveau, de toute façon. Parce qu'en géopolitique, c'est comme ça. Et alors, on possède la bombe atomique, hein, c'est encore un autre type d'arme en fait sur le plan stratégique, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout, effectivement. Donc après, c'est sûr que si ça tenait qu'à moi, la guerre, il faut l'éviter. Mais en tout cas, peut-être que le meilleur moyen de rester en paix, c'est de se préparer à la guerre aussi, quelque part. C'est bête, mais dans un monde où on est constamment entouré de prédateurs, il faut être en capacité de faire face. Et comme je le dis, l'idéal, ce serait de faire face de façon autonome. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, au niveau politique, selon vous, la solution résiderait dans la création d'un CNR, le Conseil national de la résistance, dont on vient de fêter les 80 ans, en référence au CNR initié par Jean Moulin lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce serait quoi l'idée pour vous? Et surtout, quelle figure politique ou publique vous verriez dans ce Conseil national? Alors le CNR, c'est une très bonne idée, je pense, dans le sens où c'est un prérequis pour aller plus loin. Ce serait une façon en fait de fédérer les oppositions à ce système, tous les gens qui s'inscrivent en fait dans une forme de dissidence et essayer de se mettre autour d'une table et de se mettre d'accord pour pouvoir en fait constituer un bloc suffisamment important, voilà, qui ait du poids sur la scène politique. C'est compliqué.
comment dire, la scène politique française à l'heure actuelle, pour moi, n'en est pas vraiment une. C'est plutôt en fait une espèce de mascarade. Voilà, on a d'ailleurs Macron l'a très bien compris. Tout le fondement de sa construction politique repose sur ce principe, puisqu'il a littéralement en fait dissous ce qui est resté du Parti socialiste et de la droite pour former un parti unique quelque part. Maintenant, il reste plus rien à côté. Je me rappelle d'une phrase en 2017, quand il se présentait à la présidentielle, quand on allait sur le site En Marche pour voir un petit peu, pour constater le néant de son programme. C'était marqué En Marche, hein, donc la République En Marche, je crois, pour rompre avec la dichotomie partisane. Voilà, c'était le slogan du parti. La dichotomie, c'est en gros en biologie, c'est vous avez la branche et puis c'est les petites branches qui se séparent comme ça. Voilà. Mais quand on coupe les petites branches qui se séparent, qu'est-ce qui reste? Il reste le tronc commun. Hein. Donc là, Macron, en fait, c'est ça. Il n'y a plus de divergence. Et quelque part, on a une forme de totalitarisme sur la scène politique, puisque le reste n'est que... il se différencie à quelques exceptions sociétales près, mais quand vous regardez, ils sont tous pro-européens, tous mondialistes, ils sont tous pour les monnaies numériques, etc. Enfin bref, il n'y a pas de divergence réelle et de fond. Et puis derrière, il reste cette petite opposition, là, justement, donc les Asselineau, les Philippot et tout ça, très fragmentés, les Zemmour. Et dont certains peuvent être même peut-être suspectés d'être là pour fragmenter l'opposition. C'est toute la complexité. Donc le but d'un CNR, ça nous amène à qui le composerait. Le but d'un CNR, ce serait aussi de faire le ménage hein, et de voir qui serait prêt à mettre son ego de côté ou à mettre ses petites guéguerres de côté pour pouvoir se rassembler. Alors, ça peut paraître un peu utopiste. Peut-être que de lancer l'idée, si ça se fait, ça va amener à quelque chose. Si ça se fait pas, ce sera la démonstration par A plus B que de toute façon, on est dans un système qui est pourri jusqu'à la moelle, quoi. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Qui pourrait le rejoindre? Forcément, hein, on a tous les gens qui veulent sortir de l'Europe. Et puis tous les gens qui s'inscrivent je pense, dans une philosophie de conservation des valeurs, qui sont pour une forme d'équilibre multipolaire, et qui sont, on va dire, parce que ça devient des mots tabous, mais patriotes, nationalistes, qui veulent en fait conserver une véritable identité française. Et ça veut pas dire justement, c'est ce que j'écris, ça veut pas dire sortir de la société les personnes qui la composent. Donc s'il y a 10% de musulmans en France, et c'est le chiffre, contrairement à ce que certains disent, il faut pas exclure ces 10% de musulmans puisqu'ils font partie de la société. Donc il faut travailler à un projet commun. On n'arrivera à rien en tenant des discours où on veut en virer certains, fragmenter. C'est pas comme ça qu'on construit. À un moment donné, il faut mettre 2-3 choses de côté et il faut aller chercher à fédérer et voir ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut avancer. Voilà, donc il faut une convergence en fait des idées, une convergence on va dire idéologique, bien que le terme idéologie je le trouve plus prégnant chez l'adversaire que chez nous. Et il faut aller rechercher ça et c'est vraiment dans la construction qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc tous les acteurs actuels qu'on a qui sont dans cette forme de dissidence seraient de bons candidats. Maintenant, ça ne veut pas dire que le CNR c'est quelque chose qui représente en soi une fin absolue, pas du tout. C'est juste une étape déjà. C'est s'asseoir autour d'une table et dire voilà, ça y est, maintenant on est tous là, on peut faire quelque chose. Et là déjà, c'est être plus fort. Et après, on peut parler de faire quelque chose. Oui. L'appel est lancé alors. L'appel est lancé. Et je suis prêt à rejoindre d'ailleurs quiconque aurait les moyens et les infrastructures que je n'ai pas pour lancer un tel projet. C'est dit. Pour terminer, François Dubois, quelle est votre prochaine actualité ?
Alors, je réfléchis avec un camarade qui s'appelle Jean-François Ozol, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait Centrale Paris, qui est ingénieur. Lui, il veut travailler en fait sur tout le discours climatique actuel, en expliquant qu'il y a un tas de bêtises qui sont racontées, donc il veut ramener un petit peu de sérieux au débat. Et dans son travail, j'aurai une partie où je pourrais écrire sur qu'est-ce qui nous a amené en fait à arriver dans une société où on construit justement de tels narratifs. Comment, d'un point de vue historique, théologique, en fait, on crée le bouleversement anthropologique nécessaire pour avoir justement une société dans laquelle les narratifs s'imposent les uns après les autres, et puis les gens les suivent en fait comme une série à la télé, sans se poser de questions. Voilà. Donc j'amènerai ces bases-là, il amènerait d'autres réflexions qui sont sur son terrain, etc. etc. Donc il y a ce projet. Après moi j'ai des projets d'écriture à titre personnel, je fais les articles. Et puis en termes de livres, j'ai un petit truc en tête à l'heure actuelle. Je peux pas en parler maintenant, je pense, parce que l'idée est assez, elle est originale et en même temps c'est du terrain miné. Donc, mais c'est voilà, il y a un petit projet d'écriture qui reprendrait un livre très controversé et très connu, qui en ferait une adaptation en fait au départ, qui serait présenté comme satirique et qui en fait ne l'est pas. C'est-à-dire que le lecteur à la fin il se dirait ah mais finalement c'est perturbant quand même. Voilà. Donc, un nouveau détournement de titre alors? Oui, peut-être, oui. D'accord, vous reviendrez nous en parler. Je suis sur cette piste en tout cas. Je suis sur cette piste. J'ai déjà rédigé un premier un premier chapitre. Et voilà, ça peut être surprenant un petit peu, ce sera peut-être. Mais comme l'histoire d'Alice est un petit peu surprenante aussi, je pense. Eh bien, écoutez, vous reviendrez nous en parler en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup François Dubois d'avoir été avec nous et d'avoir fait le déplacement surtout. De rien, merci à vous. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Oui, avec plaisir. En attendant, je voudrais rappeler que le média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide, ni d'aucun soutien, que ce soit de groupes, structures ou encore d'associations. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci.